Bienvenue sur la chaîne. Et si la femme que votre fils venait tout juste d'épouser s'intéressait davantage à votre héritage qu'à votre famille? 9 jours après le mariage, elle s'est présentée chez son beau-père, accompagnée d'un avocat. Ce qui semblait être une simple visite allait révéler un secret, une fortune cachée de 90 millions de dollars et des intentions qui allaient bouleverser toute une famille. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette incroyable histoire se termine. Et si vous aimez les histoires vraies, pleines de suspense, de trahison et de révélation, pensez à vous abonner à la chaîne. Avant même de refermer la portière, l'avocat serrait déjà une pochette de documents contre son torse. Et ce simple geste a suffi à me mettre en alerte. Ce qui a achevé de m'inquiéter, c'est l'expression de ma belle-fille. Non pas la chaleur d'une jeune mariée, mais l'aplomb de quelqu'un qui se présente à un entretien dont elle connaît déjà l'issue. De derrière la vitre du salon, je les ai vus remonter l'allée. Le mariage datait de 9 jours à peine, et je me souviens avoir pensé qu'il était rare qu'une union aussi récente ait déjà besoin des services d'un juriste. La sonnerie de la porte a confirmé ce que je pressentais. Ce n'était pas une visite de courtoisie. En ouvrant, j'ai dit simplement « Mélissa ». Elle a répondu d'une voix qui sonnait comme apprise par cœur. « Bonjour, Richard ». L'homme à ses côtés m'a proposé une poignée de main que j'ai ignorée. Il a rabaissé son bras sans manifester la moindre gêne, un détail qui m'a marqué, car seuls ceux qui anticipent un refus l'accueillent avec autant de sang-froid. Je m'appelle Richard Hale, 68 ans, retraité, veuf depuis 6 années, et jusqu'à cet instant précis, je croyais fermement que mon fils avait épousé une femme sincèrement éprise de lui. Aucun des deux n'a franchi le seuil. Nous sommes restés debout devant la porte. L'avocat a déplié son dossier, Mélissa a croisé les bras, puis a lâché une phrase qui a immédiatement éveillé ma méfiance. Elle voulait parler des avoirs de la famille. Ni ceux de mon fils, ni les leurs, mais ceux de la famille. Un choix de vocabulaire qui, je le savais d'expérience, révèle souvent bien plus que la conversation elle-même. Mon épouse disparue m'avait laissé une fortune que seul mon notaire et mon expert comptable connaissaient dans son intégralité. 90 millions de dollars, un chiffre que j'avais tu pendant des années, y compris à mon propre fils, à qui j'avais seulement laissé entendre que sa mère m'avait mis à l'abri du besoin. Je pensais alors agir par simple pudeur. Debout sur ce perron, j'ai compris que ce silence avait peut-être servi de bouclier. Car Mélissa ne se tenait pas là comme une nouvelle épouse comblée, mais comme une femme venant de recevoir une information capitale, une information qui l'avait poussée droit chez moi, accompagnée d'un avocat. Je leur ai demandé des explications. L'avocat a d'abord consulté Mélissa du regard avant de répondre, un réflexe qui ne m'a pas échappé. On regarde toujours celui qui règle la facture avant de s'exprimer. Il a suggéré d'en discuter à l'écart. J'ai refusé catégoriquement, insistant pour que tout se dise sur ce perron. Ni l'un ni l'autre n'a semblé enchanté. Mélissa a réajusté son sac à main, forcé un sourire et évoqué des questions de planification familiale. Encore ce mot, familial, omniprésent, jamais remplacé par héritage ou gestion patrimoniale. Cela m'a immédiatement alarmé, d'autant qu'Ethan, mon fils, n'était nulle part en vue. Si cette rencontre concernait réellement notre famille, pourquoi son absence? J'ai posé la question sans aménagement et la réponse est tombée trop rapidement. Il était occupé. Occupé 9 jours à peine après ses noces, alors qu'un avocat venait discuter des biens familiaux. Je n'en croyais pas un mot. L'homme a fini par sortir plusieurs documents de sa pochette, essentiellement des ébauches d'accords, aucun signé, aucun officiel. Pourtant, leur simple existence prouvait qu'un travail préparatoire avait été effectué, et préparer un tel dossier suppose forcément une intention derrière. Il a parlé de planification successorale à venir, et j'ai retenu un rire nerveux. Envisager l'avenir d'une succession avec une femme mariée depuis moins de 15 jours relevait de l'absurde. Rien d'illégal dans leur démarche, rien même d'incorrect sur le plan formel, mais quelque chose sonnait profondément faux.
J'ai fini par clore l'échange avec courtoisie mais fermeté, précisant que toute question financière transiterait désormais uniquement par mon propre conseiller. Pour la première fois, le sourire de Mélissa s'est effacé, l'espace d'un instant, mais je l'ai bien vu. Puis ils sont repartis. Alors que leur véhicule s'éloignait, mon esprit allait retourner vers le mariage, non la cérémonie, mais la réception, et plus exactement une bribe de conversation captée près du bar. Sur le moment, cela m'avait semblé anecdotique, une simple remarque échangée entre deux amis de Mélissa. Je n'y avais plus songé depuis, mais désormais impossible de penser à autre chose. La visite de cet avocat donnait à ces quelques mots une résonance nouvelle. Et si ma mémoire était fidèle, quelqu'un s'interrogeait déjà sur ma fortune avant même que les invités ne quittent la salle de réception. Ce souvenir a ressurgi avec précision ce soir-là. J'attendais une boisson sans alcool près du bar lorsque j'ai capté, sans le vouloir, les propos d'une amie de Mélissa. « Tu imagines se marier dans une famille pareille », avait-elle glissé. J'avais alors pensé qu'elle parlait d'Ethan, dont la carrière solide et la belle demeure n'avaient rien d'extraordinaire en soi. Son interlocutrice avait ri en demandant le montant approximatif, et la réponse m'était restée gravée. Je n'ai pas de chiffre précis, mais Mélissa affirme que c'est nettement supérieur à ce que tout le monde imagine. Sur l'instant, j'avais mis cela sur le compte des ragots habituels des mariages. Mais après cette visite surprise, ce souvenir prenait une saveur toute différente. Le lendemain, j'ai téléphoné à Ethan, qui a répondu au bout de 3 sonneries d'une voix étrangement neutre. Je lui ai demandé sans détour si Mélissa lui avait mentionné sa visite chez moi la veille. Le silence qui a suivi, bref mais révélateur, a précédé un « sa visite » qui m'a alarmé aussitôt. Ce n'était pas la réaction d'un homme déjà informé, mais celle de quelqu'un qui découvrait tout. Je lui ai raconté chaque détail, l'avocat, les papiers, l'échange, et à la fin, il est resté muet avant de demander de quel document il s'agissait. Après mon explication, un nouveau silence, puis cette phrase « Je n'ai jamais eu connaissance de ces papiers. Je n'ai rien laissé paraître sur le moment, mais si Ethan disait vrai, cela signifiait que Mélissa avait dissimulé sa démarche non seulement à moi, mais également à son propre époux. Cet après-midi-là, j'ai sollicité mon avocat pour une requête inhabituelle. Sans agressivité ni suspicion excessive, je voulais simplement savoir si quelqu'un s'était renseigné sur mon patrimoine. Son rappel, 3 heures plus tard, a bouleversé la donne. Mélissa n'avait pas fait une, mais 6 démarches auprès de 3 cabinets juridiques distincts, initiés près d'1 mois avant le mariage. J'ai fait répéter mon avocat, non par incompréhension, mais pour m'assurer d'avoir bien saisi l'ampleur de la chose. 28 jours exactement, a-t-il confirmé. Cette précision temporelle m'a troublé. On ne sollicite pas 3 cabinets différents sur 4 semaines sans réflexion, sans stratégie, sans objectif clair. Je l'ai remercié, raccroché, puis me suis assis dans mon bureau face au portrait de mon épouse disparue. Claire nous avait quittés depuis 6 ans, un délai suffisant pour apaiser la douleur la plus vive, mais insuffisant pour m'empêcher de m'adresser encore à son image lorsqu'une situation m'échappait. Et celle-ci, assurément, n'avait aucun sens. Ce soir-là, Ethan a débarqué sans prévenir, le visage marqué par la fatigue, des cernes creusant déjà ses yeux après seulement 9 jours de mariage. Mauvais présage. Nous nous sommes installés à la table familiale, celle où il faisait jadis ses devoirs, celle où Claire préparait ses pancakes dominicaux. Je lui ai présenté les notes de mon avocat, les dates précises, les noms des cabinets, les relevés détaillés. Il a tout parcouru à 3 reprises sans jamais prendre la défense de Mélissa ni l'accabler, se contentant de relire en silence. Il a fini par solliciter la chambre d'amis pour la nuit, une demande qui en disait plus long que n'importe quelle explication. Vers minuit, je l'ai entendu depuis la terrasse arrière, au téléphone. Je n'épiais rien, mais la maison était silencieuse et sa voix portait loin. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? » Un silence prolongé. « Non, ce n'est pas ma question. »
Encore une pause, puis plus rien. Le lendemain, Ethan semblait avoir vieilli d'une décennie. Café en main, assis face à moi, il a fini par reconnaître que 3 semaines avant leur union, Melissa s'était brusquement intéressée aux finances familiales, non les leurs, les miennes. Des interrogations sur des fiducies, des biens, un futur héritage. Il avait d'abord interprété cela comme une simple anticipation, mais doutait désormais sérieusement. Il m'a alors révélé une autre trouvaille de la veille. Un répertoire informatique entièrement consacré à mon nom. Il n'était pas parti à sa recherche intentionnellement. Profitant de l'absence de Melissa, sorti retrouver une amie, il avait emprunté son ordinateur pour une impression, tombant par hasard sur un dossier baptisé « Projet d'avenir ». Rien d'alarmant en apparence, sauf le sous-dossier qui portait mon prénom, Richard, sans mention de famille, de succession ou de finances, juste mon nom seul. En l'ouvrant, il a découvert de quoi justifier un appel nocturne. Titre de propriété, dépôts administratifs, ancien registre d'entreprise, coupure de presse archivée concernant une société que j'avais cédée des années auparavant, jusqu'à des clichés de résidence que j'avais possédés des décennies plus tôt. Une véritable enquête, menée avec méthode sur plusieurs mois. Le plus déconcertant n'était pas tant le contenu que les absences flagrantes. Rien sur Ethan, rien sur leur avenir commun, rien sur leur mariage. Uniquement moi, dossier après dossier, comme un projet de recherche entièrement dédié à ma situation financière. J'ai laissé Ethan terminer son récit avant de poser la seule question qui comptait. Avait-elle fourni une justification? Il a confirmé à demi-mot. Elle prétendait vouloir simplement comprendre l'avenir financier de la famille. Une explication a priori acceptable, sauf qu'on n'engage habituellement pas des avocats, ni ne mène d'investigation approfondie avant même de formuler les questions les plus élémentaires. C'est cette chronologie inversée qui m'obsédait. Recherche d'abord, avocat ensuite, mariage puis visite chez moi. Cet après-midi-là, Ethan est reparti la confronter. Je suis resté sans nouvelles jusqu'à 11 heures du soir, quand mon téléphone a enfin sonné. Sa voix affichait un calme presque troublant, celui qui suit une révélation douloureuse. Elle avait admis en savoir davantage qu'elle ne l'avait laissé paraître. Je me suis redressé sur mon siège. À quel sujet exactement? Après un silence prolongé, il a répondu « Ton argent ». Ce qu'il m'a ensuite confié éclairait enfin les avocats, le dossier secret, le calendrier suspect, absolument tout. Et ce mariage prenait soudain une toute autre allure. Selon les aveux de Melissa, tout avait débuté par une conversation antérieure à leurs fiançailles. Un parent éloigné, présent à un gala des années plus tôt, avait colporté des rumeurs sur l'ampleur de la fortune laissée par Claire, de simples rumeurs, certes, mais suffisamment marquantes pour circuler jusqu'à Melissa via des connaissances communes. Là où la plupart des gens n'y auraient prêté aucune attention, elle avait entamé des recherches méthodiques. Actes notariés, dépôts d'entreprise, anciennes transactions de commercial. De son propre aveu, elle avait consacré près d'une année entière à investiguer sur mes finances avant même d'épouser Ethan. Ce n'était pas tant le montant en jeu qui me troublait que cette persévérance. Personne ne consacre une année à scruter la vie de quelqu'un sans que l'enjeu ne soit considérable. Confrontée directement, elle a fini par reconnaître autre chose. L'initiative de la visite chez moi lui revenait entièrement, sans concertation avec son mari. Les documents préparés visaient à poser les jalons de futures prétentions sur ma succession. Rien d'illégal ni de contraignant juridiquement. Simplement une manière de se positionner très tôt, extrêmement tôt. Ce n'était pas tant les papiers eux-mêmes qui posaient un problème, mais bien le fait qu'elle ait tout dissimulé à son propre conjoint. Cette nuit-là, Ethan a quitté le domicile conjugal, sans que cela soit forcément définitif, préférant un hôtel pour réfléchir. Il m'a appelé le lendemain matin depuis un parking, désorienté, ne sachant plus quelle attitude adopter. Je comprenais parfaitement car l'enjeu réel n'était plus l'argent, mais la confiance elle-même, cette valeur si difficile à jauger dès lors qu'une personne commence à camoufler
ses véritables intentions. Il m'a alors confié un ultime détail. Après leur altercation, Melissa lui avait envoyé un unique message, sans le moindre mot d'excuse ni de justification, seulement une question. Et cette question, à elle seule, prouvait qu'elle n'avait toujours pas saisi la source de sa colère, puisqu'elle s'inquiétait avant tout de savoir si j'envisageais de réviser mes dispositions testamentaires plutôt que de leur couple en péril. Le texte, que j'ai relu à 2 reprises, tant il en révélait long, demandait simplement s'il avait abordé le sujet des mises à jour avec son père. Aucune allusion à leur dispute, à la confiance brisée, ou même au fait que son mari venait de partir. Uniquement le patrimoine. Ce détail illustrait parfaitement leurs priorités respectives. Là où n'importe qui se serait soucié de sa relation après une telle scène, Melissa pensait à la paperasse. J'ai rendu le téléphone à mon fils sans un mot, faute de savoir quoi ajouter. Durant les 2 semaines suivantes, Ethan l'a revu à plusieurs reprises, en personne comme au téléphone, chaque échange rendant la situation plus limpide sans jamais l'apaiser. Melissa persistait à clamer son innocence. Ses recherches ne portaient que sur des données publiques. Les avocats n'avaient enfreint aucune règle. Aucun document n'engageait qui que ce soit légalement. Chacune de ces justifications se limitait à la légalité, jamais à l'honnêteté, une nuance qui allait s'avérer déterminante. Finalement, Ethan lui a posé une question franche et sans détour. Si mon patrimoine s'était limité à 50 000 $ au lieu de 90 millions, tout ce scénario se serait-il déroulé de la même manière? Son absence de réponse immédiate a suffi à trancher la question mieux que n'importe quel mot. Lorsqu'Ethan m'a rapporté cet échange, j'ai ressenti davantage de tristesse que de colère, car la cupidité se dissimule rarement sous une forme évidente. Elle se présente généralement sous les traits du pragmatisme, de l'anticipation, voire de la sollicitude, jusqu'au jour où l'on constate que tous les chemins mènent invariablement vers l'argent. Le plus paradoxal, c'est que ce n'étaient pas mes 90 millions qui m'avaient protégé, mais bien le secret qui les entourait. Si Melissa avait connu la vérité dès le premier jour, j'aurais passé des années à douter de la sincérité de ses sentiments. Au lieu de cela, elle avait elle-même levé le voile sur ses véritables intentions. À la fin de ce mois-là, Ethan avait pris une décision qui n'a surpris que ceux qui ne connaissaient pas encore toute l'histoire. Privilégier la certitude à l'espoir, un choix diversement accueilli au sein de la famille. Il a entamé une procédure d'annulation, leur mariage n'ayant pas dépassé les 2 mois. Certains proches ont jugé sa réaction disproportionnée, d'autres ont suggéré une thérapie de couple, quelques-uns ont préféré excuser Melissa comme ayant simplement commis des erreurs de jugement. Peut-être, mais Ethan revenait toujours au même constat. Ce n'était pas un événement isolé qui posait problème, mais une véritable succession d'actes cohérents. Les recherches secrètes, les démarches dissimulées, la visite surprise, le dossier caché, les échanges dont il n'aurait jamais dû avoir connaissance. Pris séparément, chaque fait pouvait presque s'excuser. Ensemble, ils dessinaient une toute autre trame, tissée bien avant même leur union. La procédure d'annulation s'est déroulée sans esclandre, sans accusation publique, sans confrontation judiciaire spectaculaire, sans conflit familial retentissant, uniquement des démarches administratives, des rendez-vous, des signatures et la fin discrète d'une histoire à peine commencée. Quelques mois plus tard, Ethan est venu partager un dîner à la maison. Installé sur la terrasse à contempler le coucher du soleil, il a fini par formuler la question que tous se posaient depuis le début. Pourquoi ne lui avais-je jamais révélé le montant exact de l'héritage laissé par sa mère? Je lui ai souri avant d'expliquer que je souhaitais qu'il bâtisse son existence sans que ce chiffre ne pèse constamment sur ses choix. Il a acquiescé, puis éclaté de rire, reconnaissant volontiers que cela s'était avéré être une sage décision. Il avait raison, non parce que cela avait exposé les véritables motivations de Melissa, mais parce que cela avait préservé Ethan. L'argent possède cette étrange faculté d'attirer l'assurance chez des personnes
qui n'y ont pourtant aucun droit acquis, générant projets, attentes et sentiments de légitimité, parfois même avant que la fortune n'existe véritablement à leurs yeux. Ma défunte épouse répétait souvent que le véritable caractère d'une personne se juge surtout lorsqu'elle ignore avoir quoi que ce soit à gagner. Avec les années, je suis de plus en plus convaincu qu'elle avait vu juste. Les 90 millions demeurent intacts, confiés aux mêmes gestionnaires, placés selon les mêmes stratégies. Mon existence n'a guère évolué, contrairement à celle d'Ethan. 1 an plus tard, il a rencontré une nouvelle compagne, bienveillante et sincère, qui n'a jamais formulé la moindre question concernant héritage, fiducie ou biens familiaux. C'est précisément à cet instant que j'ai compris que ma décision la plus sage n'avait pas été de dissimuler cette fortune, mais bien d'avoir enseigné à mon fils que la confiance surpasse en valeur n'importe quel montant inscrit sur un relevé bancaire.